Bonjour à tous, merci de suivre votre magazine d'actualité internationale ailleurs dans le monde. Cette fois, c'est fini. Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne le 31 janvier 2020. Il aura fallu 3 ans et demi de déchirement, 3 premiers ministres et 2 élections pour que le grand saut dans l'inconnu, voté à 52% par les Britanniques en 2016, se concrétise. Le divorce est prononcé après 47 ans de vie commune houleuse entre Londres et Bruxelles. Les Britanniques entrent immédiatement dans une période de transition de 11 mois. Alors, qu'est-ce qui va réellement changer avec le Brexit? Quelles seront les opportunités pour le continent africain? Autant de questions que nous avons posées à l'ambassadeur du Royaume-Uni en Côte d'Ivoire, Joséphine Gold. Sur le plateau, je suis avec messieurs Ayoua Kwaku, prix Ebony 2019 d'économie, journaliste à Génération Nouvelle, et Valentin Boungeng, directeur de publication d'Émergence économique. Bonjour messieurs. Bonsoir, chers consoeurs. Et bienvenue. Merci. Je vous propose de découvrir dès à présent un extrait de l'interview exclusive de l'ambassadeur du Royaume-Uni en Côte d'Ivoire, Joséphine Gold, et on en parle juste après. Bonjour madame l'ambassadeur. Bonjour. Après 47 ans de vie commune, le Royaume-Uni est le premier pays à quitter l'Union européenne. Quels seront les changements dans les médias pour les ressortissants britanniques? Dans les médias, le grand changement est maintenant on n'est plus membre de l'Union européenne. Pendant les prochains 11 mois, la vie sera un peu comme on a toujours vécu. Et ce sera à partir de décembre de cette année que vraiment tout va changer. Et quels seront les changements exactement pour les Britanniques? En détail, ça on va voir un peu, parce que ça ce sera dans les prochaines négociations pour voir le thème de la future relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Alors en 2016, les Britanniques ont voté à 56% en faveur du Brexit, mais il aura fallu 3 ans et demi de déchirement pour que cette décision finalement se concrétise. Quels étaient les principaux points de divergence? Alors le vote a eu lieu en 2016, comme vous avez dit, mais le grand débat, c'est qu'est-ce que ça veut dire le Brexit, quelle est la relation future que nous voulons avoir avec l'Union européenne, ça s'est commencé vraiment après le vote. Alors là, on a passé les 3 ans pour avoir des discussions au sein du parti politique, un peu au sein de la nation, pour chercher de comprendre quel est le type de la relation future que nous voulons avoir avec l'Union européenne. Et c'était des désaccords d'ordre économique, stratégique? L'Union européenne était sur tellement de niveaux, les liens étaient tellement étroits que pour casser tout ça et recommencer et rétablir notre propre identité, ça a mis du temps parce que c'était des éléments culturels, le libre mouvement des personnes, des biens, des questions commerciales, tout ça c'était dedans dans les discussions. Alors justement, les négociations sur les liens qui uniront Londres et Bruxelles en matière commerciale, de pêche ou de sécurité, s'annoncent très disputées après cette période de transition que vous venez d'évoquer. Et finalement, selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, appartenir à l'UE, c'est quelque chose qui compte et qui apporte des avantages auxquels Londres ne doit plus pouvoir prétendre. Face à cet état de fait, le Royaume-Uni peut-il véritablement sortir son épingle du jeu à l'issue de ces négociations? Oui, alors ça, évidemment, c'est la position de négociation d'ouverture de côté Union européenne. Maintenant, on va commencer avec les détails. Notre objectif maintenant, c'est de redevenir le pays vraiment ouvert qu'on était toujours dans toute l'histoire. On croit beaucoup dans le libre-échange. On va être des champions de ça au niveau mondial. Comme ça, on va négocier un partenariat, un accord avec l'Union européenne, mais en même temps, on va le faire avec toutes les autres régions et les pays du monde. Eh bien justement, les grandes puissances comme les États-Unis de Donald Trump font clairement des appels du pied au Royaume-Uni et vous avez là encore une relation étroite et historique. Est-ce que les relations commerciales entre les États-Unis et le Royaume-Uni vont se renforcer au détriment des relations avec l'UE? Notre objectif est d'avoir des bonnes relations avec tout le monde.
et de renforcer et maximiser nos échanges commerciaux. Le Royaume-Uni, c'est le pays d'Adam Smith, c'est le pays de vraiment beaucoup des grandes théories libérales viennent de la Grande-Bretagne. Alors c'est ça l'esprit dans lequel nous entrons ces négociations. Les États-Unis ne seront pas un partenaire privilégié? On va chercher de voir quel est dans le meilleur intérêt de notre nation. Je pense que comme tout le monde cherche à faire, on a beaucoup d'histoires et beaucoup de valeurs en commun avec l'Union européenne, comme nous avons avec beaucoup des autres régions, comme le Commonwealth, comme avec les États-Unis. Alors les politiciens et les chefs d'entreprise du continent africain se sont réunis fin janvier au sommet de l'investissement au Royaume-Uni-Afrique. Et cette première édition s'inscrit dans une nouvelle stratégie politique et économique post-Brexit de votre pays. Quels seront les avantages pour les deux parties? Avec le sommet Afrique et Royaume-Uni sur l'investissement, nous avons voulu lancer un fort message pour montrer que vraiment on tient beaucoup à travailler avec l'Afrique, avec tous les pays africains, d'avoir vraiment des bons partenariats économiques, d'encourager les investissements dans toutes les directions et des bons échanges commerciaux. Mais vous êtes plus lié aux pays anglophones? Non, pas du tout. Je pense qu'il y avait une bonne représentation des pays francophones. Et là où il y a des intérêts commerciaux, nous voulons travailler. D'accord. Donc les pays anglophones africains ne sont pas privilégiés? Ils ne sont pas privilégiés. Actuellement, nous voulons assurer les entreprises africaines, et ivoiriennes surtout, dans mon cas, qu'il n'y aura pas de rupture, pas de choc avec les échanges commerciaux. Nous voulons... Il n'y aura pas de barrières supplémentaires pour les entreprises Absolument, africaines? pas de barrières supplémentaires. Nous voulons, comme minimum, garder ce qui existe déjà, l'APE entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Nous voulons qu'on peut garder ces mêmes thèmes d'échange qui permettent le libre accès pour les biens ivoiriens. Mais là, c'est pendant la période de transition. Mais non, en décembre 2020, les accords vont se poursuivre. Voilà. Dans le long terme, nous voulons répliquer cet accord au bilatéral. D'accord. Donc, c'est-à-dire les accords qui ont été passés dans le cadre de l'Union européenne, vous voulez encore des accords de continuité? Voilà. De ces accords-là, même après 31 décembre 2020. Voilà. Notre objectif est qu'on peut garder les mêmes relations qui étaient assurées pour les pays africains comme la Côte d'Ivoire avec l'Union européenne. Quand nous devenons, maintenant qu'on n'a plus de l'Union européenne, nous voulons garder ces mêmes relations. D'accord. Alors le Brexit marque aussi un nouvel épisode où tout reste à écrire. L'incertitude est l'ennemi de l'investissement et Londres est l'une des principales places financières du monde. Comment votre pays appréhende son avenir économique? De manière très positive. Le Premier ministre britannique a fait un discours lundi, plein d'énergie, plein d'enthousiasme pour les opportunités que ça ouvre pour la Grande-Bretagne, ce nouveau rapport avec tous les pays du monde. Donc vous êtes optimiste? Oui, maintenant je suis assez optimiste. Je pense que c'est clair. Il y avait beaucoup d'incertitudes pendant les derniers 3 ans parce qu'il y avait tellement de débats. Mais maintenant que la décision est faite, je pense que le chemin avant, c'est assez clair. L'insularité du Royaume-Uni et sa forte tradition maritime sont des éléments constitutifs d'une ouverture vers le monde. Comment comprendre ce vote identitaire, signe de repli sur soi? Moi, je crois que c'est vraiment tout à fait au contraire. Cette nouvelle position de la Grande-Bretagne, c'est une ouverture vers tous les autres continents. On reste très proche à l'Union européenne, à tous les pays européens, mais aussi on a l'opportunité de travailler plus avec tous les autres continents. Merci beaucoup, Madame l'ambassadeur. Merci à vous. Messieurs, selon vous, le Brexit est un vote identitaire ou économique? Pour moi, c'est les deux. C'est quoi un vote identitaire parce que l'une des causes qui a amené les Britanniques à sortir de l'euro, c'était que l'immigration devenait trop importante. Un nombre de souverainistes s'opposaient au fait décriaient le fait qu'il y a trop
d'étrangers, hein, entre griffes sous le sol, même bien que la plupart de ceux qui immigraient venaient de l'Europe, l'Europe de l'Est. Donc, c'est également une cause. Ensuite, il y a également des causes économiques. Hein. Vous voyez que la zone euro commençait à avoir des difficultés, des essoufflements avec, par exemple, la Grèce. Il fallait tout le temps apporter des appuis budgétaires. Et donc, les souverainistes se plaignaient de tout cela. Donc, on peut dire que c'est pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons d'ordre identitaire. Vous partagez cette analyse? Oui, disons qu'il y a des deux. Hein. Il y a des deux dans ce vote qui a abouti donc, à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il y a des deux. Il y a un aspect identitaire, c'est sûr. Cet aspect identitaire qui colle en réalité à la grande vague populiste qui déferle sur l'Europe depuis au moins une décennie et qui pousse les opinions publiques à ressentir le besoin, donc, comme vous le savez, partout où ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, les premiers pointés, c'est les immigrés qui voleraient le pain des nationaux. Donc il y a de ça. Et puis aussi un argument économique fort. C'est qu'on est arrivé à un moment en Grande-Bretagne, en tout cas où on pense la population, la majorité de la population, que le fardeau financier supporté par le Royaume-Uni au sein de l'Union européenne pourrait servir certainement à régler des aspects sociaux, puisque en temps, il y a le chômage qui s'est aggravé dans le pays, il y a des tensions au niveau de la vie même de tous les jours. Donc il s'agissait également de pouvoir réaffecter, en tout cas dans la majorité de l'opinion publique, de pouvoir réaffecter une bonne partie de ces ressources qui étaient allouées au budget communautaire de l'Union européenne vers des problèmes internes. Oui, mais il y avait des retours. Hein, lorsque les États membres de l'Union européenne participent, ils ont aussi des retours. Oui, il y a des retours, financier. Mais à un certain moment, des gens se demandent si le fardeau, le prix à payer n'est pas trop lourd par rapport à ce qu'on gagne. N'oublions pas que ce sont les souverainistes, donc ceux qui, par le passé, comme Margaret Thatcher, voyaient la Grande-Bretagne comme une grande nation, sont ces souverainistes qui sont à l'origine de la sortie du Royaume-Uni, donc de l'Europe. Donc, dès l'instant où vous avez, dans cette atmosphère où la pauvreté commençait à gagner du terrain, vous voyez que les nationalistes commencent à donner de la voix. En ce moment-là, évidemment, les peuples sont favorables à ce que chaque peuple prenne son destin en main. Alors, on va s'intéresser aux échanges commerciaux, justement, entre le Royaume-Uni et l'Afrique, post-Brexit. Faisons un état des lieux, si vous le voulez bien. Selon la BAD, en 2018, la valeur des échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et le continent africain s'élevait à plus de 33 milliards de livres sterling. Et près de 2000 entreprises britanniques sont établies sur le continent africain. Messieurs, quels sont les principaux pays et secteurs concernés par ces échanges ? Les principaux pays, le Royaume-Uni a des relations économiques avec des principaux pays tels l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, sont les principaux, le Ghana. Les pays anglophones, très logiquement. Voilà, sont ses principaux partenaires économiques. Mais au-delà des chiffres que tu donnes, qui donnent l'impression qu'il y a de fortes relations économiques, il faut vraiment relativiser. Entre le Royaume-Uni et l'Afrique, c'est seulement 2,5% des échanges. Donc, ce n'est pas grande chose pour le Royaume-Uni. Donc, ce pays, cette ancienne puissance coloniale, pendant un moment, s'est retiré un peu des affaires et donc a laissé libre cours aux autres partenaires tels les États-Unis et la France. Et donc, ça fait qu'elle n'a pas l'influence qu'il faut. On peut reconnaître quand même qu'il y a des grandes entreprises. En Côte d'Ivoire, par exemple, Azito, qui est une entreprise britannique qui produit près de 30% de l'énergie. Les chiffres que vous évoquez sont certes importants, mais il faut reconnaître qu'ils restent quand même anecdotiques comparés aux autres puissances qui ont investi le terrain africain pendant que les puissances européennes, dont la Grande-Bretagne, prenaient leurs distances à un certain moment où l'afro-pessimisme était culminant. Donc aujourd'hui, la Grande-Bretagne veut revenir. C'est vrai qu'elle n'est pas totalement partie. Elle était déjà dans des pays cités tout à l'heure, ces anciennes colonies britanniques d'avant, mais ces échanges représentaient environ 3%
des échanges entre la Grande-Bretagne et ces pays africains. Et de manière générale même, il faut dire que la Grande-Bretagne est restée quand même comme le troisième contributeur, la troisième puissance commerciale avec l'Afrique européenne avec l'Afrique, après la France et d'autres pays. Donc, c'est une base qui est en train d'être renouvelée parce que même les secteurs d'activité, à l'époque, c'était avec l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya et autres, essentiellement des matières premières, et avec un pays comme le Kenya, les fruits et surtout les fleurs, vives. C'est un commerce qui est très florissant entre cette partie de l'Afrique et puis le Royaume-Uni. Donc on peut penser qu'avec le Brexit, ces relations commerciales privilégiées qui étaient très florissantes à l'époque pourraient être affectées. Ben justement, vous venez de les citer, hein, les principaux pays exportateurs africains vers le Royaume-Uni sont donc l'Afrique du Sud, qui totalise 58% de ses exportations, suivi du Nigeria, de l'Algérie, du Maroc et de l'Égypte. Mais la plupart de ces accords commerciaux ont été conclus finalement dans le cadre de l'Union européenne et ils vont prendre fin le 31 décembre 2020 ou être renégociés. Que va-t-il très concrètement se passer après cette période de transition? C'est là la grosse incertitude, parce que jusqu'au 31 décembre 2020, il y a eu des accords de continuité. Donc, les relations vont demeurer jusqu'à cette date. Mais après, il va falloir qu'il y ait une renégociation des accords parce que les pays africains restent avec l'Union européenne dans le cadre des accords de partenariat économique. Ils ont donc dans le cadre des APE, ils ont des privilèges. Est-ce que le Royaume-Uni va octroyer d'autres privilèges au-delà de ce que les États gagnent dans le cadre Mais est-ce qu'ils ont le choix, les Britanniques? Je pense qu'aujourd'hui, la Grande-Bretagne doit pouvoir, si elle veut conquérir l'Afrique, reconquérir, je veux dire, au plan économique, l'Afrique, il faudrait qu'elle fasse plus qu'elle ne l'a fait jusque-là. Il faut qu'au moment où elle se retire de l'Europe, il faut qu'elle donne plus de garanties, plus de gages, plus de facilité pour qu'elle puisse avoir de nouveaux marchés. Surtout que sur le continent, il y a des nouveaux pays riches, enfin les BRICS, la Chine, la Turquie, qui gagnent du terrain, en dehors des partenaires traditionnels que sont les États-Unis et la France. Justement, Valentin, lors d'une précédente émission consacrée au sommet Russie-Afrique, vous avez dit que le rapport de force était favorable à la Russie, à tous les pays occidentaux, puisque ce sont des gros blocs, des puissances régionales, et que l'Afrique arrivait toujours en rang dispersé et qu'elle n'avait pas les moyens de ses ambitions. Est-ce que là, justement, ce retour à des relations bilatérales ne peut pas inverser la tendance? Bon, ça dépend. Est-ce que ce retour inverse la tendance? Il faut se dire que la tendance, déjà, au grand bloc a ses avantages. Les regroupements par blocs régionaux ont leurs avantages et leurs limites aussi. Les grands avantages étant que le groupe étant plus vaste et étant plus homogène aussi, eh bien, sa puissance des négociations par rapport aux autres blocs s'en trouve décuplée. Alors que c'est l'inverse, évidemment, si vous partez en rang dispersé, si vous avez un petit pays qui est de 5 millions, de 1 million même d'habitants, comme il y en a aussi en Afrique, qui vont négocier avec la Chine, par exemple, ou avec le Royaume-Uni, ce n'est pas la même chose que s'il s'agissait d'un groupe homogène, par exemple, de la CEDEAO, avec ses plus de 300 millions de consommateurs potentiels, ce n'est pas la même chose. Maintenant, le fait que la Grande-Bretagne se retire, c'est un moment favorable pour l'Afrique aussi, c'est une opportunité. Comme à chaque fois, il y a la partie défi et il y a la partie opportunité. La partie opportunité pour l'Afrique, c'est de se retrouver aujourd'hui en face non plus d'un seul bloc de l'Union européenne, mais des deux entités. Il y a d'un côté l'Union européenne qui va évoluer sans la Grande-Bretagne, et puis de l'autre, le Royaume-Uni, donc qui va devoir renégocier ses contrats. Et c'est une opportunité pour l'Afrique pour également faire valoir ses attentes, ses ambitions. Parce qu'il ne faut pas que tout cela se fasse dans un seul sens. D'où la possibilité de négocier de meilleurs accords et mise en bille dans la balance, l'Union européenne sera également obligée
par la suite de revoir également ces accords. Il y a comme une concurrence? Non, surtout, oui, c'est une concurrence qui va se développer. Surtout, il ne faut pas l'oublier que nous arrivons en ce mois de février à la fin des accords de Cotonou, qui étaient prévus, qui ont été signés en 2000 et prévus pour une vingtaine d'années. Ils s'achèvent pile poil en février 2020. Donc, il y a des négociations qui vont se poursuivre de la même façon que la Grande-Bretagne est aujourd'hui en train de négocier véritablement pied à pied ce que va être l'avenir de ces relations avec le bloc européen. De la même façon, le bloc européen va être obligé de renégocier les accords qui vont les lier aux pays qu'on appelait les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Alors, selon l'ONU, le Royaume-Uni est le 8e marché d'importation et d'exportation de l'Afrique du Sud sur le plan mondial. Et si l'économie du Royaume-Uni est en récession, qu'adviendra-t-il de l'économie de l'Afrique du Sud, qui est elle-même une locomotive sur le continent? Peut-on envisager que les autres pays africains finalement soient touchés? Dans ce scénario catastrophiste, je le précise. Bon, le scénario catastrophique, il faut dire que, évidemment, le Royaume-Uni intervient, au-delà des échanges, le Royaume-Uni intervient en Afrique du Sud dans l'industrie aussi extractive et a un rôle majeur dans cette industrie-là. Donc, le Royaume-Uni a des relations qui impactent réellement sur l'économie sud-africaine. Mais est-ce que la sortie du Royaume-Uni de l'Europe va, dans un scénario, est-ce qu'on pense que ça va plomber l'économie? Moi, pour moi, en tout cas, je ne pense pas que le Royaume-Uni puisse plonger parce que il sort de l'Union européenne. Comme je le dis à l'ambassadeur, l'incertitude est l'ennemi des investissements. Il faut reconnaître que la relation Afrique du Sud, Royaume-Uni est particulière. Il faut le reconnaître parce que ce n'est pas du tout le même type de relation que le Royaume-Uni a avec les autres pays africains, par exemple. L'Afrique du Sud, c'est un poids lourd, vous l'avez souligné, du continent, mais c'est également un poids lourd dans les relations entre le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud. Parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des sociétés, des grandes sociétés, la plupart des grandes sociétés, entreprises sud-africaines sont cotées à la fois sur la place de Johannesburg et sur la place de Londres, à la City de Londres. Il ne faut pas oublier que 10%, par exemple, de la production de vin sud-africain est exportée vers le Royaume-Uni. Il ne faut pas oublier donc toutes ces relations, qu'il y a également des achats de matériel qu'on va dire plus ou moins haut de gamme, des moteurs électriques et également des achats de Londres par rapport à l'Afrique du Sud. Sans oublier également donc l'apport dans les industries extractives. Tout ceci mis ensemble fait en sorte qu'on a coutume de dire que quand l'économie britannique tousse, c'est l'économie sud-africaine qui s'enrhume. Oui. Et comme c'est la première puissance, c'est la locomotive économique du continent, il est fort probable donc, que les taux négatifs qu'il pourrait avoir en Afrique du Sud à la suite du Brexit puissent impacter négativement la croissance moyenne africaine. Mais cela dit, on n'est pas encore véritablement dans ce scénario catastrophe. D'abord, on est encore en phase de négociations. On ne sait pas encore à quoi aboutiront les négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, parce que tout dépend. Est-ce que les négociations vont aboutir au fait que le Royaume-Uni sorte carrément de la zone du marché unique? Est-ce que ça va aboutir à cela? Même si cela aboutissait à cela, est-ce que les économies africaines seront suffisamment fortes et suffisamment en croissance à nouveau pour pouvoir relativiser les chocs éventuels qu'il pourrait avoir? Là se trouve l'incertitude. Mais il faut reconnaître aussi que lorsqu'il y a eu le vote en 2016, tout le monde avait dit que ce serait une catastrophe pour le Royaume-Uni. Oui, on l'a vu le lendemain à la bourse. L'économie britannique se porte mieux que l'économie de l'Union européenne, parce que vous avez un taux de croissance aujourd'hui au Royaume-Uni qui est quand même à peu près supérieur à 2%, alors que ça reste encore assez atone en Europe. Alors j'aimerais qu'on s'intéresse au premier sommet donc, sur l'investissement Royaume-Uni-Afrique qui s'est tenu à Londres et a réuni plusieurs chefs d'État, une quinzaine, moins que lors du sommet Afrique-Russie, et bien sûr les dirigeants des entreprises du continent africain. Alors, on entend que ce sommet s'inscrit dans une nouvelle stratégie pour Londres. On a des Africains qui ont besoin d'investisseurs. On a aussi des Britanniques qui cherchent de nouveaux partenaires commerciaux. Est-ce vraiment
un partenariat gagnant-gagnant, comme on le dit régulièrement pour ces sommets? C'est le premier sommet. C'est d'abord étonnant, hein, selon tous les observateurs, qu'une grande puissance coloniale, une ancienne puissance coloniale comme Londres, comme la Grande-Bretagne, ne puisse pas, hein, avoir de plateformes économiques entre l'Afrique et le Royaume-Uni. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne cherche à reconquérir, comme je l'ai dit, il veut gagner des marchés en Afrique. Et donc, c'est le premier sommet. Est-ce que ce premier sommet va permettre à la Grande-Bretagne de pouvoir s'implanter réellement sur le continent africain? Cela n'est pas encore facile parce que l'Afrique n'est plus ce qu'elle était hier. Aujourd'hui, il y a de nouveaux partenaires encore qui sont là. Comme je l'ai dit, en dehors des partenaires traditionnels, il y a la Turquie, il y a la Chine, hein, il y a la Russie. Et donc, le marché est devenu plus concurrentiel que hier. Mais la Grande-Bretagne peut toujours, à travers sa puissance, hein, parce qu'on sait que c'est l'un des plus grands contributeurs, par exemple, dans le Fonds européen de développement. Hein. Donc, peut-être en se retirant avec cet argent, est-ce qu'elle va pouvoir, hein, influencer les relations entre l'Afrique et l'Afrique subsaharienne surtout et la Grande-Bretagne? Ça, c'est aussi une question qui reste à poser. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. L'intérêt du Royaume-Uni aujourd'hui, c'est de pouvoir redevenir une grande puissance économique, une grande puissance stratégique au plan mondial. Quel est l'intérêt de l'Afrique en face? C'est de cela qu'il s'agit. L'Afrique est aujourd'hui à un carrefour de son développement avec des taux de croissance qui sont plus élevés que partout ailleurs dans le monde, sauf peut-être la partie asiatique avec la Chine. Alors, c'est un continent avec de formidables opportunités. Il y a toujours eu des matières premières, mais aujourd'hui, il y a tout un rebond avec plusieurs niveaux d'industrie qui se développent, avec une classe moyenne qui va être progressivement la plus forte au niveau mondial. Il y a un gisement d'opportunités en Afrique. Maintenant, qu'est-ce que les Africains veulent en faire? Est-ce qu'ils veulent que ça reste toujours, qu'on reste dans une relation avec les partenaires ou les partenaires, on les attend qu'ils viennent investir? Et avec tout ce que cela comporte, on l'a vu pendant toutes ces 6 dernières décennies d'indépendance africaine, ne serait-ce que pour la partie des pays qui ont acquis leur indépendance en 1960. Est-ce qu'on reste dans cette relation où on attend que l'investisseur britannique ou autre arrive, ou est-ce qu'on va au-delà pour pouvoir proposer des alternatives qui puissent bénéficier à l'ensemble des populations? Alors, je voudrais aussi qu'on s'intéresse aux propos du Premier ministre, hein, ceux qu'il a tenus lors de ce sommet. Il a assuré aux dirigeants africains venus à Londres que le Royaume-Uni serait plus ouvert aux migrants du continent africain après le Brexit, car finalement, le Brexit met fin aux privilèges des migrants européens. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est juste des propos d'un sommet. Parce que n'oublions pas que l'une des causes, hein, du Brexit, c'est le pouvoir de la Grande-Bretagne de chercher à contrôler l'immigration. Est-ce que la Grande-Bretagne va favoriser, après, hein, la sortie de l'Union européenne, est-ce qu'elle va laisser libre cours aux États africains ou bien aux populations africaines de venir encore comme, hein, sur son sol? Est-ce qu'elle va l'accepter? Ça, je n'en suis pas sûr. Pour vous, ce sont des paroles et pour moi, pas encore bien d'actes. sûr, tout va dépendre. Est-ce que les visas seront obtenus plus facilement? Je pense que dans quelques mois, ce n'est pas évident. Voilà. Il a raison. Vous parlez tout à l'heure du populisme, de la vague de populisme qui touche l'Europe. C'est contradictoire, là. Oui, tout à fait. Mais là, comme il a dit le frère Avia, mais écoutez, c'est probablement la propagande. C'est de la propagande. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Il faut dire que je suis un peu perplexe à chaque fois qu'on évoque l'argument de l'immigration. Parce qu'il y a trop de fantasmes qui sont développés autour de l'immigration africaine vers l'Europe. On agite le chiffon et écoutez, si vous faites ça, vous aurez plus de visas. Mais la principale immigration en Afrique se passe à l'intérieur des pays africains. Mais ça, on n'en parle pas. Oui. Qu'est-ce que représentent les visas qu'octroierait, par exemple, la Grande-Bretagne aux Africains par rapport aux Africains qui se déplacent d'un pays à un autre? C'est un argument qu'il ne faut pas utiliser. C'est un argument propagandiste. Et je suis désolé, mais le fait qu'on n'octroie plus de visas ne changera pas grand-chose pour les Africains. C'est la fin de cette émission. Messieurs, merci de votre participation. On se quitte sur cette citation.
Oui et non sont les mots les plus courts et les plus faciles à prononcer et ceux qui demandent le plus d'examen. Signé Talleyrand. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur RTI1. On se retrouve samedi prochain pour une émission consacrée au Cameroun.